Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, on a fait une vidéo sur la santé mentale et j'avais dit à la fin de cette vidéo qu'on allait faire une vidéo sur la santé. Donc on se retrouve ici pour un concours de santé, un quiz où on va se challenger sur plusieurs des questions de santé. D'ailleurs là, on est en plein été, c'est le moment de faire un peu pause, de faire le point sur nous-mêmes, de se poser des questions sur notre bien-être, sur la nutrition, sur comment on se sent, etc. Donc aujourd'hui, on va tester un peu nos connaissances et je suis avec un casting de qualité. Je suis avec Léo et Gwen avec qui on a fait la psy qui jugeait notre santé mentale et on a évidemment Lucas. Et comme dans chaque vidéo concours, on a une caution légitimité, on a une vraie personne qui va nous challenger sur le concours de santé. Et qui de mieux qu'une médecin généraliste, une vraie de vraie et pas n'importe qui. On a une invitée de marque aujourd'hui, on a Marine l'orphelin. Merci de m'inviter. Eh ben ouais, je suis trop content. Alors Marine, bienvenue, tu es médecin généraliste, ce qui correspond à quelques années d'études. 9 ans, ouais. C'est pas quelques années, c'est quasiment 10 ans, c'est énorme en fait. Et Marine que vous connaissez parce que tu as été Miss France 2013. Et j'ai vu aussi que tu étais dauphine, première dauphine de Miss Univers. Presque ça, Miss Monde, ouais. Et t'as aussi fait plein d'émissions de télé avec Michel Simès, même sur France 2, etc. Ouais, j'aime bien effectivement parler de santé dans les médias, de temps en temps Mac de la santé, et depuis peu sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le concours de santé, comment ça va se passer? On aura une quinzaine, vingtaine de questions et Marine va nous distribuer les points en fonction de nos réponses. Il y aura évidemment un classement, mais ça va être bonne ambiance, on n'est pas là pour gagner. On va parler de santé, mais d'une manière générale, quoi. Il y a un peu de nutrition, d'anatomie, de maladies classiques. Non, ça va aller. Et je rappelle que pour les gens qui regardent cette vidéo, vous pouvez participer chez vous. Sinon ils osent pas, ils sont devant l'écran, ils osent pas comme ça. Et vous marquez votre score en commentaire. Et bah c'est parti Marine pour la première question. Première question, citez-moi un organe du corps qui repousse. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ouais. Mais par contre, c'est une excellente info. En fait, c'est quel organe je peux abîmer de fou en fait, parce que derrière je sais que ça va repousser donc. Ouais, je vous expliquerai un peu le. C'est pas le message, hein, évidemment, c'est pour la vanne, mais. 3, 2, 1. C'est bon. Moi j'ai mis le foie. Moi aussi. C'est l'unanimité. Bravo. Donc c'est justement là la nuance, c'est que si tu détruis ton foie avec l'alcool, tu vas détruire toute sa structure et tu arrives au stade de cirrhose et là ton foie il fonctionne plus du tout et là c'est mort. Comment du coup on récupère le foie? C'est pourquoi je vous pose cette question qui est intéressante, c'est qu'on peut en fait vivre avec un petit bout de son foie et le foie en fait va se régénérer, donc se développer de nouveau et reprendre sa taille normale. Par exemple quand on greffe des personnes avec le foie, on prend un morceau d'un foie et on greffe ce morceau-là. Ah donc faut juste avoir un petit truc qui survit encore quoi. Voilà, en fait t'as une structure qui est saine, qui fonctionne bien et on peut, à partir de cette structure-là, il va se redévelopper. Est-ce qu'il y a d'autres organes qui repoussent aussi? Les fanères, en gros, c'est les poils, c'est les cheveux, les ongles. Et ça, oui, ça repousse, tu vois. Mais la peau aussi se régénère. En tout cas, un point pour tout le monde. Deuxième question. Qu'est-ce que l'antibiorésistance? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Oui. Et toi, t'es antibiorésistante? J'espère pas. Ah bon, t'espères pas? Attends, c'est un indice là. Mais par contre, moi je dis la vérité, j'ai jamais entendu ce mot. Tu vas l'entendre malheureusement de plus en plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Léo, t'as dit quoi? C'est la résistance, je sais plus, c'est bactéries ou virus aux antibiotiques qui créent en fait des super virus, super bactéries. Et on a une telle consommation d'antibiotiques que, et en fait les restes d'antibiotiques c'est rejeté dans les eaux notamment, que dans les années qui vont venir, il va y avoir de plus en plus de super virus qui vont résister aux antibiotiques traditionnels. Moi j'ai écrit tolère pas les médicaments. Juste 4 mots qui sont pas du tout ça du coup. Ouais, alors du coup, c'est pas ça. Ouais. Mais c'est bien, t'as tenté. J'ai écrit que t'as un système immunitaire défaillant. Moi, j'ai mis c'est quand les antibiotiques ne fonctionnent plus. Et après, j'ai mis d'où il y avait toute une campagne de pub avec les antibiotiques, les antibiotiques, c'est pas automatique. Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut donner un point, le point complet à Léo, et puis on peut donner un demi-point à Gwen, parce que t'avais la base. Donc, l'antibiorésistance, c'est un phénomène qui consiste en un développement de résistance aux antibiotiques. Donc, effectivement, les bactéries qui vont être trop exposées aux antibiotiques vont se mettre en fait à lutter contre ces antibiotiques. Donc ces antibiotiques-là vont plus être efficaces contre les bactéries contre lesquelles ils étaient efficaces à la base. Et en fait, c'est quoi le problème? Pourquoi là je vous en parle et pourquoi effectivement c'est un sujet d'actualité? C'est qu'on a trop utilisé les antibiotiques dans des maladies où on n'en avait pas besoin. Par exemple, quand on a une infection virale
une grippe ou un rhume, enfin voilà, où c'est des virus, on ne doit pas prendre d'antibiotiques, on ne doit pas donner des antibiotiques. Et donc du coup, on les a trop utilisés, donc il y a beaucoup de bactéries résistantes qui se sont développées. Et maintenant, parfois, on a du mal à soigner les maladies avec les antibiotiques. Et aujourd'hui, on ne découvre pas beaucoup de nouveaux antibiotiques, et au contraire, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Je vais chercher si ça peut aider. Je vais essayer de chercher dans mon appart si j'en retrouve pas. Mais... On a mis des questions qui sont 2 questions ça craint à la suite, donc on va changer. Je pensais que c'était des questions sur la vitamine à la base, moi. Moi, je pensais qu'il y avait sur les os. Citer 2 os du bras. Je te jure. Surprise! Oh, cool! Elle a ramené des Doliprane, yes! Je vous ai amené un petit truc, et en gros, il faut me dire ce que c'est. Je vous fais pas la démo, parce que sinon vous allez peut-être deviner, mais là, ça s'ouvre, et il y a ça à l'intérieur. Est-ce que vous savez ce que c'est? Mais je vous ai amené tout le dispositif pour que vous expliquiez. Est-ce qu'on peut revoir vite fait le dispositif, s'il te plaît? Ouais? T'avais une petite lame... Ah, mais c'est un compas, je reconnais ça, c'est pour faire des cercles. Les gars, je vais finir avec 1 point, c'est sûr. Si ça, c'est la 3e question. Je peux vous dire, je vous donne un indice. Le dispositif, avec la lame, c'est pour insérer ça. Les gars, si c'est à ce que je pense, ça fait hyper mal. Non, si c'est l'endroit où je pense, franchement, j'aimerais pas le faire. Non, mais attends, mais j'ose pas écrire ça, mais... Mais si, Est-ce que c'est prescrit par un médecin ou on peut l'utiliser tout seul, ça? C'est prescrit par un médecin. C'est bon, j'ai ma réponse. Eh ben, je vous laisse découvrir les ardoises. Ah, mais oui. Moi, j'ai eu un cathéter. c'est un implant contraceptif. Pourquoi t'as écrit sexe masculin? Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai mis le seul terme de médecine que je connais, j'ai mis lymphocyte, ça n'a rien à voir, mais ça fait genre, c'est un peu stylé, tu vois. Du coup, c'est Gwen qui a la bonne réponse. Eh ben, c'est ça. Vous pouvez toucher, hein, c'est mou, c'est flex. Attends, mais comment ça? D'où la lame pour pouvoir l'insérer. Exactement. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, donc il y a la petite lame et on va l'insérer au niveau de la gouttière bicipitale, un peu dessous là. Et du coup, la lame qui était sortie tout à l'heure, hop, on va tendre la peau, on va l'insérer dessous avec une petite anesthésie quand même avant. Hop, voilà, il est inséré sous la peau. Et après, on fait un petit point où on met un petit strip pour fermer et voilà. C'est imprégné d'hormones, de progestatifs qui vont se diffuser dans ton corps progressivement. C'est une libération prolongée. Donc en fait, les hormones sont libérées dans le temps. Est-ce que, parce qu'on sait que chez les femmes, des fois, la pilule, elle est plus ou moins bien tolérée, est-ce que ça, c'est plus doux, entre guillemets, ou ça dépend Ça dépend vraiment de l'objectif dans la contraception. Enfin, le but, c'est la contraception. Après, ça dépend de ce qu'on souhaite en termes d'hormones. Dedans, là, il n'y a qu'une seule hormone. Donc, ça a des effets indésirables comme tout médicament, comme tout produit, quoi. Après, donc, ça dépend des femmes, en fait. Donc moi, par rapport à ma réponse, on considère que j'ai faux. Oui, vu que c'est l'opposé de ça, en fait. Bon, alors ça, vous connaissez. Le stéthoscope, moi, je l'appelle. Donc, c'est l'outil principal du médecin. Et comment ça s'écrit? Oh non, c'est vraiment ça? Oh, le concours de dictée. Ça marche vraiment, regarde là, si je me sens... Il les met du mauvais côté. Ah ouais, putain, j'entends des sons de fou, c'est trop bien. David Guetta. Alors, comment ça s'écrit, du coup? Moi, là, j'écris comme ça. Oh, je crois que c'est Lucas qui a... Moi, je l'ai mis classique, hein. Il n'y a qu'une personne qui a juste. C'est quoi? Oh, il y a un H qui est perdu. Ah, mais attends, mais si. En fait, t'as mis un S. Oh, mais non, mais je... Bon, allez, tu sais quoi? Je te donne un demi-point. T'as pas fait attention. C'est une erreur d'inattention. J'ai 1 point, je sais pas si c'est bien ou pas. Question numéro 4, ouais. Je vais vous écrire les propositions pour que vous les ayez en tête. Alors, il faut classer ces maladies de la plus meurtrière à la moins meurtrière. Normalement, essayer de toutes les classer, mais au moins essayer d'avoir la plus meurtrière. Et du coup, le cancer des poumons, il compte pas dans les infections respiratoires quand même? Non. C'est good vibes en tout cas, c'est cool. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà la numéro 1. Je crois que moi j'ai mis DACB, j'ai mis l'infection respiratoire en 1. Moi aussi. Moi, j'ai cardiovasculaire comme Gwen en 1. Eh ben, félicitations! Gwen et Lucas. Ah ouais, ça me paraît tellement large, j'ai l'impression que ça inclut plein de trucs, non? C'est ça, ouais. J'ai mis la même chose que Gwen et après elle me fait non, fais-toi confiance, remets l'autre et tout. En premier, les maladies cardiovasculaires, Lucas l'a dit, en fait ça englobe du coup les infarctus, les AVC. Et on est vraiment sur beaucoup de décès, on est à 9 millions en 2019 de morts dans le monde. Dans l'année? Ouais, en un an. Ouais. Ensuite, félicitations Gwen, les infections respiratoires. Ah, ok. Infection respiratoire. Et ça c'est 2,6 millions. Ah oui, c'est une marge... Alors oui, c'est pas le top 4. Hein. Je vous ai pris des trucs assez éloignés quand même. Le premier en termes de décès, les infections respiratoires, c'est 4e cause de mortalité. Les cancers, ensuite. Gwen encore 2 millions. Et ensuite, le VIH. Ouais, le VIH, en fait, la mortalité a énormément diminué parce que aujourd'hui, il y a la trithérapie qui fonctionne très bien et les gens peuvent vivre avec le VIH et décéder d'une mort naturelle ou d'une autre cause. On en guérit ou pas du VIH? On n'en guérit toujours pas. Mais il n'y en a pas eu un il n'y a pas longtemps où... Il y a eu quelques cas, quelques exceptions dans le monde. Sur des traitements expérimentaux un peu Sur des greffes
de système immunitaire. Des gens qui ont eu une greffe du système immunitaire et leur système immunitaire a fait reset et a réussi à lutter contre le VIH et ils ont éliminé le virus. Et du coup là, ça correspond à combien de morts aujourd'hui dans le monde? Le VIH, c'était 700 000. On le dit aux gens qui nous regardent, bah, protégez-vous. Protégez-vous, la capote, quand vous savez pas votre statut au niveau des IST, faites-vous dépister. Et infection, c'est écrit INFECTION. Si jamais, voilà. Le mec, il joue à Motus, quoi. Si jamais, hein. Et ben du coup, je pense qu'on va donner 2 points à Gwen qui nous a fait quand même le... Oh, elle a fait une masterclass. Elle nous a fait le tiercé. Excellent. Et du coup, 1 point pour Lucas. Combien de fois par an peut-on donner son sang? Est-ce que vous donnez votre sang? Ah, si, moi je pense là, j'ai fait une fois. Honteusement, je l'ai jamais fait, mais c'est vrai que c'est plus moi, je sais que quand on me prélève du sang, j'ai un peu. C'est une sensation de. Tu sais, je suis pas à l'aise, donc c'est juste ça, mais ça peut paraître un peu égoïste ou quoi, malheureusement, mais. Non, mais t'as le droit de pas être à l'aise, d'avoir peur des aiguilles, tu vois. Moi, la première fois que j'ai donné mon sang, pourtant j'étais déjà étudiante en médecine, j'ai fait un malaise. Voir, je sais pas, le sang sortir et tout, ça m'a fait un truc. Ouais, c'est ça, moi, c'est plutôt le sang qui sort, c'est pas la piqûre, c'est le fait de le voir sortir, tu vois. Moi, ce truc, c'est qu'il faut venir à jeun et j'aime trop manger, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Mais non, d'ailleurs, le meilleur moment du don du sang, c'est le goûter. Pour te requinquer un peu, t'as plein de trucs à dispo. Qu'est-ce que vous en pensez alors? J'ai mis 6 fois, une fois tous les 2 mois, je sais pas. J'ai mis une fois par mois. Moi, je suis très loin alors. Moi, j'ai mis une fois par semaine. Je sais rien, j'ai aucune notion. Alors du coup, il y a une petite nuance entre les hommes et les femmes pour une question de corpulence et de volume sanguin, de volume de globules rouges. Donc les hommes ont le droit de donner 6 fois par an. Oh, let's go! Bingo! Et les femmes, 4 fois par an. Donc on était sur un entre-deux, donc full point pour Lucas. Et c'est-à-dire une histoire de corpulence, mais c'est-à-dire? Et ben en gros, en fonction de ta corpulence, de ton volume quoi, t'as un volume de sang aussi. Donc du coup, on t'enlève au don du sang, je sais plus exactement, mais c'est quelques centaines de millilitres. Ben, le temps que ton corps se régénère, effectivement, que les globules rouges se régénèrent et que tu refasses ton stock de sang, ben, il faut laisser un petit délai. Question un peu égoïste, mais est-ce que quand on a donné son sang et que du coup on a perdu du plasma, etc., des globules blancs, on a un système immunitaire plus affaibli derrière? Non. Tu perds un petit peu en fer, du coup, de par tes globules rouges. Mais non, ton système immunitaire, il est quand même actif. Mais tu peux être un peu fatigué, tu vois, parce que c'est comme si t'avais saigné. Comme quand les femmes ont leurs règles, alors c'est pas le même volume de sang, mais tu vois, t'es fatigué parce que tu perds du sang, tu perds du fer. Mais il y a un super goûter après. Donc vraiment, je vous invite à y aller. C'est vrai que souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de campagnes pour dire qu'il manque souvent de sang, donc c'est important aussi de le dire. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai mis cette question, c'était pour le mentionner, parce que on peut tous faire ce petit geste civil, tu vois, de donner un peu son sang pour aider les autres. Tout le monde ne peut pas. C'est pour ça que vous allez vous connecter sur le site de l'EFS et vous voyez si vous pouvez donner votre sang, il y a toutes les contre-indications expliquées. Je crois que ça dépend du nombre d'abonnés sur Insta. Si t'as moins de 500, tu peux pas donner ton sang, je crois. C'est pas un truc comme ça, non? Tu sais que moi là, j'ai voulu y aller, je suis même pas certifié, ils m'ont dit non. Très bien, on mettra les informations en description pour les personnes qui veulent donner leur sang. Question suivante, on va parler café. Vous buvez du café? Oui. Ouais. J'en bois énormément, c'est un truc de fou. Ah bah justement, t'en bois énormément et t'en bois combien par jour? Genre, je pense que je suis à 6 cafés par jour. 6 cafés par jour, d'accord. Et c'est du grain bio Arabica. et j'ai une DeLonghi et franchement, le café, il est excellent. Donc la question est toute simple. Bon, le café a des bénéfices pour la santé, mais jusqu'à combien de tasses par jour? On est dans le bénéfice plutôt que l'effet néfaste. Et toi, t'en bois combien par jour? Moi, je bois pas de café, mais je bois du thé. Et ça, c'est bien par contre? C'est pareil, en gros. Il y a de la théine dedans qui a un effet comme la caféine, en fait. Ah, j'ai l'impression que c'est une meilleure image, le thé. Non, c'est juste que la théine agit plus lentement. Elle va agir sur la journée, il n'y a pas d'effet boost comme le café. Et par rapport à la cocaïne, pour aux gens qui s'intéressent, Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Combien de café par jour? Moi, j'ai mis 3. J'ai mis 2. J'ai mis 3. Bah moi j'ai mis 1 pour quand même le petit verre de vin un peu ce qu'il y avait il y a des années. Je me suis dit, ou le petit carré de chocolat, tu vois, que t'as autorisé, mais pas plus. Bon, on va accepter 3, 4, selon les études jusqu'à 5 par jour. On reste dans les bénéfices du café. Donc t'es un tout petit peu au-dessus. Tu sais que c'est vraiment le premier truc que je fais en me levant. C'est genre j'allume ma machine à café, je suis comme ça, je suis dans le gaz et tout et j'ai une machine à café direct. Et c'est quoi le malus du coup à partir de 5 c'est quoi du coup le côté néfaste? Avant, donc les bénéfices en fait ils sont liés à la boisson café, pas à la caféine, à la boisson café, parce que dans le café il y a plein d'antioxydants. Ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires, donc ça protège le cœur, le cerveau, tout ça. Et ça diminue aussi le risque de démence et de maladie Parkinson. Par contre quand on passe de l'autre côté, effectivement ça peut provoquer, de par l'excès de caféine, des troubles du sommeil, de l'hypertension artérielle, de l'anxiété. C'est un excitant en fait la caféine. Et Madame Laure-Fleur, j'ai une question ici.
Est-ce qu'il y a du coup il y a aussi un effet genre donc ça réveille? Est-ce qu'après du coup il y a comme par exemple le Red Bull ou quoi l'espèce de rechute où t'es encore plus fatigué après? Non. Non, parce que le Red Bull, t'as du sucre. Dans le Red Bull, c'est le sucre qui fait ça. On reste dans les petites thématiques pratico-pratiques de la vie. Combien d'heures est-il recommandé de dormir par nuit? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai mis 4 heures parce que Macron il fait ça. Non, je plaisante. j'ai mis entre 7 et 8 heures. Pareil. Il y a pas une recommandation, tout le monde doit dormir 8 heures, mais je crois que c'est entre 7 et 8 heures. En dessous, pardon, c'est peut-être dangereux pour la santé, je crois, au bout d'un moment. Bah, on va préciser tout ça. Je vous donne tous le point. Yes. Parce que vous avez tous donné une tranche ou une heure où effectivement on est dans la moyenne d'heures recommandées. Mais il a raison. Il n'y a pas, franchement, de durée de sommeil recommandée idéale. Ça dépend de chaque personne. C'est qu'on est chacun programmé génétiquement pour dormir X heures. On a nos cycles de sommeil et ils sont comme ça. Donc en fait, si on dort entre 6 heures et 9-10 heures, c'est normal. Et il n'y a pas de risque pour la santé. En dessous de 6 heures, là, vous prenez des risques pour votre santé. Moi, c'est plus sur la régularité. 7 heures, mais par exemple, de 3 heures du matin à 10 heures, je fais quand même claquer. Par contre, si je me couche tout le long, toute la semaine, minuit, 7 heures, minuit, 7 heures, minuit, 7 heures, là, c'est trop bien. Il y a une reco un peu là-dessus, fait de dormir avant minuit parce que tu as une sorte de cycle circadien interne sur lequel c'est mieux recommandé de dormir avant minuit. C'est ça, mais l'histoire des cycles de sommeil, si tu reprends un cycle mais tu travailles pendant ce cycle, t'es fatigué, non? C'est pas ça? Exactement. Un cycle de sommeil, c'est en gros, ça fait à peu près. Le schéma. Le petit train du sommeil. Je sais pas faire un petit train. Bon, bref. Donc, ça, c'est les wagons. Donc, en gros, un cycle, ça fait à peu près 90 minutes. Dans une nuit, bah, en fait, c'est des cycles qui s'enchaînent comme ça. Donc, là, dedans, tu as sommeil lent profond, où tu vas récupérer. Tu as sommeil paradoxal, c'est le sommeil où tu rêves. Puis, sommeil. J'ai un trou. Attends, lent profond. Léger. On l'apprend en 10e année, ça. Donc les cycles, tes cycles de sommeil vont s'enchaîner comme ça. Normalement, tu te réveilles spontanément entre des cycles. Tu dois pas te réveiller en sommeil lent profond quand tu es profondément dans ton sommeil. Et d'ailleurs, si quelqu'un te réveille quand tu es dans un sommeil profond, c'est horrible. Donc normalement, spontanément, tu vas te réveiller à la fin d'un cycle. Mais effectivement, si tu as mis ton réveil, je sais pas, tiens, tu as un train, tu dors que 4 heures. Voilà, ça va être dur. Donc dans l'idée, le mieux, c'est de connaître ses cycles de sommeil, savoir à peu près, mais en fait c'est à peu près pour tout le monde pareil, c'est à peu près 1h30. Et donc du coup, de calculer un peu et de se connaître, savoir combien de temps à peu près tu as besoin de dormir et de mettre ton réveil dans une heure où tu sais que tu vas te réveiller entre deux cycles. Chaque soir, finalement, en fonction de l'heure à laquelle on se couche, programmer un réveil à une heure spécifique, pas forcément toujours être sur 7 heures du matin, mais si on se couche par exemple à minuit et demi, bah plutôt aller sur 8 heures et ajuster en fait. Exactement. Je mettrai en commentaire les 12 règles pour avoir un sommeil optimal, voilà, pour les gens qui nous suivent. Combien y a-t-il d'os dans le corps humain? Écoute, alors, soit je confonds avec les muscles. Il est pas si sûr de lui en fait. Moi, soit j'ai tout pile, soit j'ai tout faux. 3, 2, 1, allez, c'est bon? Les Yvelines. C'est moi? Non. C'est combien? 206. Tu sors ça d'où? Je l'avais en fait, je crois que c'est une question de culture générale que j'avais préparée pour le jeu du wagon, qui est un test de culture générale que j'ai sur ma chaîne. Et j'avais répertorié les muscles, les os, et j'avais ça. Alors tout le monde n'en a pas 206. Parce qu'il y a des os surnuméraires, ça existe. Tu peux avoir des petits os supplémentaires, notamment au niveau des mains. Enfin, la moyenne, tu vois, des adultes qui n'ont pas tous les petits os surnuméraires, c'est 206. Et quand on est enfant, on en a plus parce qu'après, les os fusionnent. Franchement, j'ai envie de te donner 2 points. Bah oui, mérité. Mérité. J'ai encore des petites surprises. Alors, je vais vous afficher des personnalités. C'est des personnalités ou d'ailleurs un rôle au cinéma qui ont des maladies ou qui représentent des maladies. Selena Gomez, j'ai un point ou pas? Ouais. Cool. Tac. Est-ce que vous reconnaissez cet acteur et ce film? Benjamin Button. Voilà, Benjamin Button. Est-ce que vous reconnaissez? Ah oui, Stephen Hawking. Stephen Hawking. Et pour quand même un peu... Jean Reno. Mais non! Non, c'est l'ancien Premier ministre. Édouard Philippe. Ouais, Selena, elle est connue pour avoir une maladie. Et on a pas mal parlé quand même sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous l'avez? Ah, c'est une maladie auto-immune. Joli, ok, maladie auto-immune. Lupus. Exactement. Elle a un lupus, c'est une maladie auto-immune, donc c'est son système immunitaire qui est défaillant et qui attaque certaines cellules et certains organes de son corps. Et donc le lupus, ça peut avoir des atteintes cutanées, des atteintes rénales, c'est pour ça qu'elle a été greffée, des reins, des atteintes articulaires. En gros, t'as des problèmes un peu partout, quoi. Voilà. Un point pour Gwen, et puis on peut donner un demi-point. Si vraiment t'insistes... Attends, tu m'as dit maladie auto-immune, c'est pas facile. Bah, si vraiment t'insistes, Marine, je le prends. Bon bah, si ça te fait plaisir,
toi, Marine, je le fais. Benjamin Button, donc vous vous rappelez le film? Il naît vieux. Ah, mais ça, c'est pas la progéria? Ah bah, voilà, bah c'est ça en fait. La progéria, ouais, c'est ça. C'est un vieillissement prématuré, accéléré, plus. Donc bien sûr, l'espérance de vie, elle est vraiment pas élevée. C'est quand même la science-fiction, hein, de dire que tu nais vieux et que tu rajeunis, ça n'existe pas encore. Stephen Hawking. C'est pas une sclérose en plaques? Dans le mot ressemble, mais c'est pas la sclérose en plaques. Alors il a un problème effectivement au niveau musculaire, moteur. Ouais, je veux pas, ouais. On va donner un demi-point à Léo et la maladie c'est maladie de Charcot. Ah, m'a dit Charcot. Ou sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie, une dégénérescence, une partie des neurones, les neurones de la moelle épinière, et donc du coup ça donne des paralysies motrices. Et ça, c'est de naissance pour lui, c'était. C'est une dégénérescence, donc au début, non, tu vois, la maladie s'exprime pas, elle est normale au niveau moteur, la mobilité et tout, et en fait, avec l'âge, la maladie apparaît, et progressivement, il se paralyse. Et puis, Édouard Philippe. Vitiligo. Ouais. Donc en fait, Édouard Philippe, il a même deux maladies. Il a donc le vitiligo, en fait, c'est une décoloration donc de la peau et des fanères, donc des poils, liés à une absence de mélanine. Et la deuxième, c'est pas alopécie? Exactement. Et donc oui, l'alopécie, c'est la perte des fanères, donc des poils et des cheveux. Et c'est un facteur génétique, c'est un facteur... Exactement, c'est une maladie auto-immune, donc pareil, c'est le corps qui lutte contre des cellules du corps alors qu'il ne devrait pas. Et donc là, il lutte contre la mélanine. On appelle ça comme une maladie? Ouais, après, tu peux avoir d'autres problèmes associés. Voilà, c'est ça ma question. Et est-ce que tu peux le savoir autrement, même à l'intérieur de ton corps ou quoi? Tu peux, tu peux avoir qu'un problème de vitiligo, donc au niveau de la mélanine, donc de décoloration. Et tu peux avoir d'autres maladies auto-immunes associées. En fait, souvent, si tu as une maladie auto-immune, tu peux en développer facilement d'autres. Tu vois, il y a des corrélations entre certaines maladies. Alors, je vais encore vous faire participer, j'aime bien, c'est rigolo. On va faire un petit dessin. Est-ce que vous pouvez me dessiner une prostate? Et moi, elle a une forme bizarre, c'est pas pareil. Enfin, bref. Bon, elle est en forme d'étoile, en fait, je vous expliquerai, mais... Ah, tu sais quoi, on va aller dans l'humour, là. Moi, je vais aller sur de l'art pictural. Allez. J'ai trop envie de voir vos dessins, c'est quoi? Attends, mais toi, ça ressemble à un vrai truc. Parce que moi, regarde, j'ai dessiné un pied, moi. C'est assez mignon, je trouve. Moi, je tentais un espèce de S. Non, mais alors moi, je vais le faire. Non, moi, j'ai fait le petit cucu. Ah oui, je sais, ouais, c'est un truc. Et là, Léo, il nous sort un schéma parfait, légendaire, avec les différentes membranes et tout. Il a tout. Donc... Mais on était pas loin du petit cucu, là, excuse-moi, mais... Ça c'est la vessie. Et la prostate, je crois qu'elle est derrière. Alors c'est difficile de vous départager avec ces dessins plus ou moins conceptuels. Allez, du coup, je vous montre l'anatomie. On va valider Léo et Gwen. En vrai, ça ressemble à ça un peu. Ça fait un truc un peu comme ça. La vessie, elle est au-dessus, comme ça, en gros. Là, il y a l'urètre. En fait, du coup, la prostate est autour un peu à la base. Et c'est quoi exactement la prostate? Donc c'est ça, c'est une glande qui va produire en fait le liquide séminal du sperme. Et qu'est-ce qui se passe du coup à partir de 40-50 ans là? Pourquoi les hommes doivent consulter Eh ben parce que comme chez les femmes avec le cancer du sein, le cancer de la glande mammaire, chez l'homme, il peut y avoir des cancers de la glande prostate. Donc effectivement, c'est bien de se faire dépister. En fait, si on a des symptômes urinaires, s'il y a eu des cancers de la prostate dans la famille, puis à partir d'un certain âge, c'est recommandé, donc effectivement à partir de 50 ans à peu près, de faire, normalement c'est un toucher rectal chez le médecin. Donc c'est en forme de pomme en gros. Et du coup, le logo Apple s'inspire d'une prostate ou d'une vraie pomme? Faudra demander à Steve Jobs. Ah bah non, on peut plus lui demander. Et encore un dessin, parce que je trouve ça trop cool les dessins, franchement, on s'éclate. On joue au Pictionary, on reste dans la thématique des organes génitaux. Un clitoris. Mais je sais même pas dessiner une étoile, hein, moi, donc à partir de là... Non, mais vraiment, on est sur de l'anatomie pure, à quoi ça ressemble, quoi. Justement, c'est intéressant de voir si les hommes connaissent bien pas mal. Ouais, franchement, vous êtes pas mal. Hein. Moi, c'est un peu de biais, mais je crois que c'est comme ça. Et non, que mais du coup, t'avais un peu le truc, ouais. Non, mais vous êtes très bon, vous êtes très très bon. J'avais pas mis ça du tout, je mets rien. J'attribue l'award du plus joli clito. Allez, là, on est sur un 3 quarts profil. Bon, franchement, il sera pas plus joli que le tien. Hop, on a donc 2 pieds un peu comme ça. Et on a aussi... C'est un insecte, la Marine. Qu'est-ce que tu nous fais, Marine? Non, en vrai, ça ressemble à ça, à peu près. Donc en fait, ça c'est les piliers, ça c'est les bulbes et le gland. Touc. Donc la partie visible, c'est ça. Le vagin, il est là, à peu près, quoi. Touc. Et l'urètre.
Moi j'ai 0,5 quand même. Tu vois, de l'extérieur, tu le vois pas. Ouais, mais le plus important c'est le haut, non? Parce que c'est la partie visible de l'iceberg. Mais parce que nous, on n'a pas accès au backstage là. En fait, en vrai, c'est l'organe entier qui procure du plaisir. Et c'est pour ça que, quand t'as des rapports, en fait, tu touches le clitoris aussi, parce qu'il est autour. Je m'accorde pas un point par rapport à eux parce qu'ils avaient quand même fait 0,5. 0,5. Moi aussi, je m'accorde pas un point. La question sur les lymphocytes, elle est bientôt ou c'est... Question suivante. On oublie un peu l'anatomie, même si c'était très cool. On va passer en nutrition. C'est un peu tendance. Les régimes, les détox, les trucs comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire un régime cétogène? Ah, Fred, je pense qu'il est bon là-dessus. Je suis sûre que vous avez vu passer dans les magazines féminins. Moi, j'ai l'appellation en anglais. Je cherchais des régimes à une époque et celui-là, c'est un des plus connus, je pense. Parce que j'étais en surpoids, vraiment, je faisais 100 kilos à une époque. J'ai pas fait de régime particulier, mais par contre, juste, j'ai réadapté mes quantités de nourriture, en fait. Beaucoup plus de légumes aussi. Je mangeais pas du tout assez de légumes et ça change tout, en fait. C'est vrai que, il y a des personnes qui aiment pas les légumes, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'en manger, et que c'est vrai que ça peut être un peu, c'est pas le meilleur, quoi. Faut apprendre à les cuisiner, à les assaisonner et tout. Alors, c'est quoi le régime cétogène, ouais? Excellent. De quoi? Là, mais en gros, il y a un truc très à la mode, c'est le jeûne intermittent, et je pensais que c'était le nom scientifique du jeûne intermittent. Non, le jeûne intermittent, c'est juste une temporalité où tu peux manger. Tu peux manger sur une période de 8 heures et ne pas manger pendant 16 heures. Mais globalement, tu manges normalement. Tu sélectionnes pas des groupes d'aliments, tu vois. Donc, bonne réponse pour vous trois. Un régime où on supprime les sucres. Est-ce que c'est recommandé, en vrai, de faire un régime comme ça? Dans le régime cétogène, on a quand même une petite marge. On tolère d'ingérer 20-30 grammes de glucides, mais il y a des personnes qui font ces régimes-là de manière très restrictive où vraiment ils font 0 sucre. Et là, du coup, ça fait quoi? En fait, c'est avec ton métabolisme, au lieu d'utiliser les sucres, puisque tu en apportes plus, va utiliser les graisses. Sauf que comme tous les régimes restrictifs où t'enlèves une catégorie d'aliments, c'est absolument pas recommandé. Ça va marcher sur le moment parce que oui, tu vas arrêter de manger du sucre, donc forcément tu vas maigrir, tu vas consommer tes graisses, mais il y a un moment où faut bien manger normalement. Tu vas potentiellement développer des troubles des conduites alimentaires, te priver, être mal dans ta peau, ou avoir juste envie de manger de sucre parce que t'as pas le droit. Ouais, t'es frustré, t'as aucun plaisir, c'est naze. Ouais. T'as aucun plaisir et puis tu vas remanger normalement et tu vas reprendre du poids tout de suite après. Ouais, c'est encore pire limite après, je pense, quand tu retombes, non? Ouais. Mais en fait, tu détractes ton métabolisme avec des régimes où tu te restreins, où tu forces ton corps à fonctionner d'une manière différente. Donc forcément, le corps, il s'adapte, tu vas brûler moins de calories, il va pas fonctionner de la même manière. Et à un moment, ça va tout détraquer et tu vas reprendre du poids. Non, mais globalement, il n'y a aucun régime à proprement parler, où on se restreint, où on supprime des aliments qui fonctionnent sur le long terme. Il faut penser santé et efficacité long terme. Pour votre santé, mangez équilibré, sainement, des produits locaux de saison, bio si vous pouvez, ça après c'est comme chacun peut, mais et jamais de régime à proprement parler. Ce que tu as fait toi, c'était un rééquilibrage alimentaire. Soyez bienveillant, ça fait un peu bullshit de dire ça, mais c'est vrai, soyez bienveillant avec vous-même, soyez pas trop dur non plus, quoi. Ça sert à rien, vous allez avoir le retour de l'élastique sinon, quoi. Ouais, le retour du bâton aussi. Du bâton. Mais les élastiques, ça fait mal aussi, hein. Le retour du Jedi aussi, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est un film Star Wars, ça. C'est très bon film. Vous connaissez l'hypertension artérielle. Bon, voilà, c'est un problème de santé, une maladie très connue. Beaucoup de Français ont de l'hypertension artérielle. À partir de combien, je vais vous mettre des chiffres, à partir de combien vous me dites que c'est pas normal et c'est de l'hypertension artérielle? Non, mais tu sais, quand tu vas chez le médecin, il mesure ta tension. Non, mais en vrai, c'est pas une dinguerie. Ah, ça, c'est différent. Je remets la tête de Léo parce que je pense qu'on peut penser à 12, à 9, et là on a du 10 sur 7. 10 sur 7, 12 sur 8. Peut-être qu'elle est un peu technique celle-ci. J'hésite entre 2. J'hésite entre 4. À partir de combien t'as de l'hypertension artérielle? À partir de 13,9, je pense que c'est chaud. Hein. J'ai hésité avec le C justement. Ouais, en vrai vous êtes pas loin. La réponse juste c'est la D. Allez, le braquage. Et donc en fait à partir de, en gros, au-delà de 139 sur 90 quoi. Là ça va encore à ce niveau-là, là par contre t'es trop haut. En fait c'est 140, mais le médecin il dit jamais 140, il dit 14. En gros ouais il va dire à l'oral, oh ça va, vous avez 12 de tension, c'est bon. 13 ça va encore, 14 là on est trop léger. Et quand on se sent très faible, c'est l'inverse, on peut avoir aussi de l'hypotension. Ouais, on peut avoir de l'hypotension quand on est malade, si on a une infection, si on saigne. Et pour celui qui veut, je peux vous prendre la tension si vous voulez après. Voilà, on peut faire un petit dépistage en direct. Et là on voit qu'on a 15 de tension, ça part dans une autre ambiance là. Et dernière question, pour conclure ce concours de santé, j'espère que vous avez des bonnes réponses aussi chez vous qui participez. Celle-ci c'est une question assez ouverte, je suis sûre que vous aurez tous la bonne réponse. Et pour finir sur une petite note positive,
cognitive. Est-ce que vous pouvez me citer des effets liés au manque de sommeil? Problèmes de santé, effets liés au manque de sommeil. J'aime trop quand vous êtes comme ça, cachés derrière vos ardoises. Vraiment, j'ai l'impression d'être à l'école. Alors, comment j'étais dimanche dernier? J'essaie de me rappeler. Marine, je t'ai dessiné en haut à droite, rapidement, j'ai un point bonus ou pas? Oh, ouais, c'est ressemblant. Un point Les bonus cheveux surtout. Ouais. Cool. Marine, t'as un point bonus si t'arrives à me relire. Parce que même moi, j'arrive pas là. Oh non, mais vas-y. Oh là 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 là, regarde, il nous a fait la folie. J'ai mis prise de poids, perte de mémoire. Il y a des études qui ont montré que ceux qui dormaient pas, ils n'arrivaient même plus à reconnaître des visages. Ouais, moi aussi, j'ai mis la perte de mémoire. AVC, dépression, anxiété. Moi, j'avais mis irritabilité, hallucination. Ah ouais, là, t'es allé loin. Là, c'est vraiment un gros manque de sommeil, là. Justement, hypertension, je pense, ça peut, non? Ouais, tout à fait. Anxiété, j'ai mis baisse d'appétit, donc c'est peut-être plutôt l'inverse du coup. Confusion cognitive, donc en mode tu sais plus trop où t'es, désorientation. Il a placé cognitive. Et troubles, ça va avec mes troubles du langage, parce que ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que t'as du mal à parler quand t'es vraiment fatigué. Ouais, parce que justement, t'as des problèmes effectivement, de cognition. Du coup, moi, j'ai mis anxiété, manque d'énergie, manque d'attention, irritable, perte de mémoire. Tu dis ça parce que t'as pas dormi depuis 5 jours et du coup là, Là, t'es. je suis irritable, j'ai l'impression d'être teubé. Et... Bah ouais, c'est un peu pareil. J'ai mis, ça, t'as mis prise de poids, j'ai mis favorise l'obésité. Problème de concentration, somnolence, bon, fatigue logique, hypertension artérielle, irritabilité. Ouais, non, mais vous êtes très bon. Il y a un dernier petit truc, c'est le système immunitaire affaibli. Bon. Bravo. Vous avez eu juste, là, c'était le florilège de réponses. Et ben, récap des scores à l'image. Bah bravo. Bah Léo et Gwen, attends, ils ont beaucoup de points. Ouais. Très fort, au coude à coude. Et ben merci Marine. Bah merci à vous. Merci Marine, c'était incroyable. On a vraiment beaucoup appris. J'espère que les personnes qui ont regardé cette vidéo ont aussi appris. Où est-ce qu'on te retrouve? Bah moi, je suis principalement sur Insta, où je partage un peu mes petits projets, ma petite vie. Sur YouTube depuis peu. Mais est-ce qu'on te retrouve pas aussi bientôt en librairie? Bientôt en librairie, ouais, avec mon deuxième livre, cette fois-ci un livre sur la santé, où je parle de prévention, donc santé physique, mentale, comment prendre soin de soi. Il sort à la rentrée et... Non, je sais pas si je peux dévoiler le titre maintenant. Je peux pas, j'ai failli, tu vois, j'ai voulu... La santé, c'est bien. C'est un truc comme ça, non? C'est genre, Et pour info, c'est moi qui fais la préface où je parle des lymphocytes dans le livre. J'ai toute une page dédiée à ça, c'est trop intéressant donc. Bah écoutez, franchement, c'était grave bien. Franchement, c'était un top tournage. Merci beaucoup Marine. Abonnez-vous aux chaînes des copains, aux Insta de tout le monde, de Gwen, de Léo, de Lucas. On se retrouve bientôt pour un autre concours qu'on va faire sur les animaux. Qui veut que je prenne l'attention? Non, je pense que je suis entre 9-10 normalement. Ah bah, ouais. c'est l'occasion de vérifier. Allez. Je crois que c'est une fin de vidéo très particulière quand même. Hein. Attends, mais là, il y a un vrai médecin là qui est là, médecin généraliste. Ouais, mais je triche, tu vois, je le fais en automatique. Ah, joli, 18. Merci beaucoup. On est sur une fin de vidéo. Merci tout le monde. Fin de vidéo. Ciao, ciao.